Une vidéo sur TikTok. Donc dans mon bouquin Intelligence artificielle, je parle de TikTok à un moment et j'aborde ça dans le sujet sur la géopolitique. Donc je pose une question à Claude, on discute et puis à un moment je lui parle de TikTok et je lui dis que personnellement je trouve que c'est une arme de destruction massive. Donc là il y a une conversation qui commence et je vous mets en podcast le résumé audio de toute cette conversation qui a duré pas mal de temps, qu'on a fait en plusieurs fois. C'est donc le résumé audio fait par Notebook LM de cette conversation. Je trouve que quand on écoute bien jusqu'à la fin, on voit que tout est mesuré, qu'il n'y a pas tellement à polémiquer, quoi. Voilà. Alors on est tous impactés, on est tous touchés, je me mets dans le lot, hein. Moi aussi je suis manipulé par les algorithmes, il n'y a pas de souci. Donc le truc à comprendre en fait, c'est que avant l'intelligence artificielle, les algorithmes de TikTok, YouTube, Amazon, tout ça, hein, bon, ça nous manipulait, hein, mais c'était une manipulation à la louche, on va dire, hein, en bloc. C'était pas, c'était moins dangereux. Voilà. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a une manipulation qui est individuelle. L'intelligence artificielle, elle a cette capacité à s'adapter à chacun. Donc, notre parcours, en fait, avec ces algorithmes, il est individualisé. Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un dossier vraiment particulier. Ah oui, Le sujet est, disons, radioactif. c'est le moins qu'on puisse dire. L'idée de départ, c'est une pure provocation. Imaginez, comment détruire un pays de l'intérieur en 10 ans sans une seule arme? Juste avec une application. Exactement. On plonge direct dans ce qu'on appelle la guerre cognitive. Et ce qui est passionnant ici, c'est qu'on va pouvoir suivre le cheminement de l'idée, de A à Z. On part d'un concept très brut, presque un scénario de thriller, C'est ça. et on le voit évoluer, se complexifier, pour aboutir à une réflexion beaucoup plus profonde sur la responsabilité qu'on a quand on communique sur ces sujets-là. C'est le making-of d'une prise de conscience, en fait. Alors, allons-y. Le premier jet, la première version, elle est conçue pour frapper fort. Très fort. L'auteur se met dans la peau d'un stratège d'un pays ennemi. Sa mission est très claire. Faire s'effondrer une nation rivale en une décennie. Et son arme unique, c'est une application et le moteur derrière tout ça. Une IA. Une intelligence artificielle qui profile chaque citoyen pour trouver la moindre de ses failles. Et bien sûr, l'exploiter. C'est absolument glaçant. Et pour que ce soit concret, les notes identifient tout de suite 4 premiers profils à cibler. Le premier, c'est le combattant. Le combattant, C'est la personne qui a déjà des opinions bien tranchées, bien fortes. L'algorithme ne va pas chercher à la convaincre, hein. non, ça ne servirait à rien. Bah non. Il va juste jeter de l'huile sur le feu, lui montrer en boucle des contenus qui confirment sa vision du monde, qui diabolisent le camp d'en face. Jusqu'à la radicalisation complète, quoi. Donc, on ne change pas les esprits, on les pousse à l'extrême. Et le deuxième profil, c'est quoi? C'est l'opposé. On l'appelle le fragile. C'est quelqu'un d'isolé, peut-être un peu anxieux, qui se pose beaucoup de questions. D'accord. Et là, le but, c'est de l'enfoncer. L'IA va détecter ses insécurités et va le nourrir de contenus qui le font douter de tout, qui le confortent dans son mal-être. Qui le coupe encore plus du monde réel. Exactement. L'objectif, c'est la dépression à grande échelle. C'est déjà une stratégie assez complète au niveau individuel. Mais j'imagine qu'on ne s'arrête pas là pour détruire tout un pays. Non, bien sûr que non. Les 2 autres profils ciblent la société elle-même. D'abord, il y a le consommateur. Ah oui. Lui, il faut le pousser à la dépense compulsive, au crédit facile. Pour créer un surendettement massif. Voilà. Et à terme, fragiliser toute l'économie. Et enfin, le 4e, il y a l'intellectuel. Le penseur critique. Lui, c'est la menace. Il faut le marginaliser. On va le noyer sous le ridicule, le harcèlement, les fausses accusations. Pour que sa parole soit discréditée avant même qu'il ait pu l'exprimer. C'est ça. On le fait taire. Ok, donc on a ces 4 premières cibles. Mais je suppose que l'auteur a dû se rendre compte que pour vraiment faire des dégâts, il fallait viser plus haut. S'attaquer à la charpente de la société. C'est exactement l'étape suivante dans les notes. La réflexion s'affine. On passe d'un ciblage, on va dire psychologique, à un ciblage structurel. Et la liste des cibles s'allonge. Oui, pour inclure ce que l'auteur appelle les piliers de la société. Le premier ajouté, c'est l'enseignant. L'enseignant. La stratégie, c'est quoi? Le saper moralement. On lui montre en boucle des vidéos de classe ingérables, de violences scolaires, des comparaisons de salaire pour l'humilier. L'objectif final, c'est la démission en masse. Et donc, l'effondrement du niveau scolaire. On sacrifie une génération entière. C'est incroyablement insidieux. On n'attaque pas le présent, on hypothèque l'avenir. Et j'ai vu qu'un autre pilier, c'était la famille, à travers le profil du parent. Absolument. Pour le parent, la stratégie, c'est l'anxiété. Le bombarder de contenu sur tous les dangers possibles et imaginables qui menacent ses enfants. Enlèvement, maladie, harcèlement. Tout.
L'idée, c'est de le paralyser, soit par la surprotection qui étouffe l'enfant, soit par l'épuisement nerveux qui brise le lien. Et dans les deux cas, la transmission des valeurs, le socle familial, Et cassé, fissuré. c'est un plan de démolition qui est d'un détail, on dirait presque un manuel. Chaque cible est un domino. C'est une logique systémique, tout à fait. Les deux dernières cibles le confirment bien. Il y a le journaliste. Alors lui, comment on l'attaque? On le pousse soit au sensationnalisme pour les clics, soit au militantisme aveugle. Le but, c'est que la population n'ait plus confiance en rien ni personne. Qu'il n'y ait plus de vérité partagée. Et donc, plus de discussion démocratique possible. Et enfin, le chef d'entreprise. Lui, on le décourage. On le décourage, oui. On lui montre non-stop la complexité administrative, les faillites, les impôts, pour tuer l'initiative. Et donc, à terme, l'emploi. Exactement. Ce plan est tellement articulé que ça fait froid dans le dos. Ça ressemble à une véritable doctrine militaire. Est-ce que les notes font un lien avec quelque chose de réel ou ça reste purement théorique? C'est là que tout bascule. C'est le tournant du document. L'auteur se pose une question, simple et vertigineuse. Est-ce que la Chine y a pensé? Ah! Et à partir de là, la réflexion quitte la fiction pour analyser des faits. L'auteur liste ce qu'il appelle des faits troublants. Et le premier, c'est? La différence radicale entre TikTok et sa version chinoise, Douyin. C'est la même entreprise pourtant, ByteDance. C'est la même entreprise, mais ce sont deux mondes. C'est-à-dire? Douyin, en Chine, est un outil, presque d'éducation et de contrôle social. Pour les moins de 14 ans, c'est 40 minutes par jour maximum. 40 minutes. C'est tout. L'appli se coupe la nuit et l'algorithme pousse du contenu éducatif, scientifique, patriotique. Et pour le reste du monde, TikTok, c'est? C'est Far West. Pas de limite de temps par défaut, pas de blocage nocturne et un algorithme qui favorise des contenus souvent bien plus abrutissants ou toxiques. Et la question que posent les notes, elle est directe. Très direct. Pourquoi protéger leurs enfants et pas les nôtres? Attends, mais on pourrait objecter que c'est juste une question de business, non? Une entreprise peut très bien dire qu'elle applique moins de restrictions en Occident parce que c'est ce qui génère le plus d'engagement. Et donc le plus de profit. Voilà. Il n'y a pas forcément une intention de nuire là derrière. C'est une excellente objection. Et les notes l'effleurent. L'argument du profit, il est valide, bien sûr. Mais il n'explique pas tout. Pourquoi? Il explique pourquoi on laisserait faire à l'étranger, mais il n'explique pas pourquoi on prendrait des mesures aussi drastiques et même coûteuses pour protéger sa propre population. Si le seul but était l'argent, on appliquerait la même formule. D'accord. C'est cette asymétrie qui est qualifiée de troublante. Oui. La guerre moderne ne se gagne plus par les armes, mais par la déstabilisation économique, culturelle, psychologique et informationnelle de l'ennemi. La loi chinoise sur le renseignement national de 2017. Elle oblige toute organisation ou citoyen à soutenir, assister et coopérer avec les services de renseignement de l'État. Légalement, une entreprise comme ByteDance ne peut pas dire non. Elle ne peut pas. Et c'est cette accumulation de faits qui amène l'auteur à formuler une hypothèse. Et cette hypothèse, ce n'est pas un complot à la James Bond. C'est quelque chose de plus subtil. Beaucoup plus. Le concept avancé, c'est celui d'une arme passive. Une arme passive. Ouais. L'idée n'est pas qu'il y ait un général à Pékin qui appuie sur un bouton « Détruire l'Occident ». Non, c'est plus pervers. On conçoit un algorithme dont le seul but est de maximiser le temps d'écran, l'engagement. Et pour ça, rien de mieux que les émotions fortes. La colère, l'indignation, la luxure, l'envie. Des contenus qui sont souvent clivants et toxiques. La stratégie passive consiste simplement à laisser cet algorithme optimisé pour le profit via la dépendance faire ses ravages à l'étranger. Il affaiblit naturellement les sociétés rivales. Voilà. Et pendant ce temps, chez soi, on met en place tous les garde-fous nécessaires pour se protéger des effets de sa propre création. Donc ce n'est pas un ordre d'attaquer, mais plutôt une décision de ne pas protéger les autres comme on se protège soi-même. C'est exactement ça. On laisse l'incendie se propager chez le voisin tout en s'assurant d'avoir des murs pare-feu chez soi. C'est l'inaction comme arme stratégique. D'accord. On a donc les cibles individuelles, les piliers de la société, mais quel est le but final, le coup de grâce de ce plan d'après les notes? Le coup de grâce, c'est l'atomisation de la société. La stratégie ultime, c'est le clivage et la fragmentation. C'est l'application à une échelle industrielle du vieux principe. Diviser pour régner? Exactement. L'algorithme est conçu pour trouver la moindre fissure dans la société et l'élargir jusqu'à en faire un canyon. On parle des fractures politiques classiques, genre gauche contre droite? Oui, mais pas seulement. C'est bien plus profond. Gauche contre droite, jeunes contre vieux, urbains contre ruraux, croyants contre laïcs, Hommes contre femmes. pro-ceci contre anti-cela. L'objectif est de transformer chaque débat en guerre de tranchées, de faire en sorte que chaque groupe se définisse non pas par ce qu'il est, mais par ce qu'il déteste. Le but final, c'est qu'il n'y ait plus de récit national. Plus de nous. Juste une mosaïque de tribus qui se haïssent et ne peuvent plus se parler. Une société ingouvernable. Et j'imagine que pour atteindre cet effondrement moral, il y a des profils spécifiques qui sont ajoutés à la liste, c'est ça, hein? Exactement. Les derniers profils sont là pour ça. Il y a le décadent. C'est qui, lui? Souvent un jeune en perte de repère, qu'on va abreuver de contenu nihiliste, d'hypersexualisation, pour le convaincre que rien n'a de sens, alors autant jouir. D'accord. Et en face? En face, on cible le croyant. On le bombarde avec les images de cette décadence pour le choquer, le conforter dans son idée que le monde extérieur est pourri. Et le pousser soit au repli, soit à la radicalisation. On crée les deux extrêmes pour qu'ils s'affrontent. Dans tous les cas, on détruit la cohésion nationale. Et c'est là, au sommet de cette construction machiavélique, que le document devient vraiment fascinant pour moi. Après avoir bâti ce plan terrifiant,
L'auteur s'arrête net. Oui, il y a un vrai temps d'arrêt. On sent presque une panique dans les notes, une sorte de « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train d'écrire ?» C'est un vrai cas de conscience. L'auteur prend du recul et liste les risques éthiques de diffuser une vidéo aussi percutante, même si elle est basée sur des faits. Le premier risque, c'est la stigmatisation, j'imagine? C'est le plus grave, oui. Le danger que le message, en se focalisant sur la Chine, soit perçu comme du racisme anti-asiatique. Sans faire la différence entre un gouvernement, une entreprise et un peuple. Exactement. Et que le message soit récupéré par des extrémistes. Le deuxième risque, La paranoïa. c'est de nourrir la paranoïa plutôt que l'esprit critique. Dans un format aussi court, les gens risquent de retenir un pays nous attaque et pas les algorithmes de recommandation posent un problème systémique de santé publique. On bascule du côté complotiste de la force, quoi. Et puis, il y a le problème de la simplification. Si on crie au loup seulement sur TikTok, on donne un permis de bonne conduite à Facebook, Instagram, YouTube, qui utilisent des mécanismes très similaires. C'est le dernier point et il est crucial. Se focaliser sur un seul acteur, même si le cas est particulièrement frappant, c'est passer à côté du problème de fond. Ce modèle économique basé sur la captation de l'attention est global. Et c'est cette prise de conscience qui le pousse à... À tout jeter et à réécrire complètement son script. La solution est donc de changer radicalement de message. Oui, le but n'est plus de choquer, mais d'éduquer. Le script final abandonne l'angle de l'attaque géopolitique pour se recentrer sur un message de littératie numérique. Le titre change d'ailleurs. Il devient « Les algorithmes te manipulent, tous ». Les ajustements sont clés. Facebook, Instagram, YouTube sont cités dès le début pour montrer que le problème est général. Et il y a cette phrase « Ceci vise un système, pas un peuple ». Ajouté en toutes lettres. C'est essentiel. Et la différence Douyin TikTok alors, comment est-elle présentée dans cette nouvelle version? Elle n'est plus la preuve d'un complot. Elle devient un détail troublant. Un fait qui doit nous amener à nous poser des questions. L'approche n'est plus accusatrice. Elle est interrogative. C'est ça. On dit plus « voici la vérité », on dit « voici des faits, qu'en pensez-vous » C'est beaucoup, beaucoup plus responsable. Finalement, quand on regarde tout le chemin parcouru dans ces notes, c'est ça qui est le plus intéressant. On part d'un truc choc, presque caricatural, conçu pour faire le buzz. Et on termine sur une vraie réflexion éthique. Un message qui cherche à éveiller les consciences sans monter les gens les uns contre les autres. C'est un cas d'école sur la difficulté de parler de sujets complexes à l'heure des vidéos de 60 secondes. Et pour conclure, ces notes, elles laissent une dernière question en suspens. Une pensée qui n'est pas dans la vidéo finale. Laquelle? L'exemple de Douyin prouve une chose. La technologie et les stratégies pour protéger les citoyens, et surtout les plus jeunes, de la manipulation algorithmique, elles existent. Elles sont là. D'accord. C'est nos sociétés occidentales, que ce soit au nom du profit de quelques entreprises ou d'une certaine idée de la liberté absolue, choisissent de ne pas mettre en place ces garde-fous. Mhm. Alors, qui est le véritable architecte de notre propre déstabilisation? L'arme elle-même ou la main qui, par conviction ou par cupidité, refuse de la réguler, refuse de la réguler, refuse de la réguler?